Salut à tous. La plupart des gens supposent que le pays avec le plus grand budget de défense, la technologie la plus avancée et l'arsenal le plus imposant gagnera automatiquement n'importe quel conflit. C'est d'ailleurs exactement le genre de certitude affichée avec aplomb dans certaines conférences de presse où la complexité géopolitique est réduite à quelques slogans bien calibrés. En théorie, cela semble évident. Si une nation possède plus de porte-avions, plus de bombardiers furtifs, plus de satellites et plus de financement que le reste du monde réuni, il paraît difficile d'imaginer comment quelqu'un pourrait la défier de façon réaliste. Pourtant, la guerre ne se déroule pas dans des tableurs. Elle se déroule dans des environnements politiques, géographiques et psychologiques complexes, où la force brute n'est qu'une partie de l'équation. Mais expliquer cela en détail prend plus de temps qu'un point de presse de 90 secondes, ce qui complique forcément la communication simplifiée. Les États-Unis possèdent la machine militaire la plus formidable jamais assemblée. Leurs dépenses de défense dépassent celles des pays suivants réunis. Leur réseau mondial de base s'étend sur tous les continents. Leur puissance navale domine les océans. Leur système de renseignement voit au-delà des frontières. Dans une guerre conventionnelle face à face contre presque n'importe quel pays, le résultat serait probablement rapide et décisif. Sur le papier, c'est une démonstration de puissance. Devant les caméras, cela devient souvent une narration encore plus impressionnante que la réalité elle-même. Et pourtant, malgré des décennies de sanctions, de pressions clandestines, d'affrontements régionaux et d'attaques directes contre des figures clés, l'Iran reste debout. Son gouvernement continue de fonctionner, son armée continue d'évoluer, son influence régionale persiste. Cette réalité conduit à une question plus profonde. Comment un pays avec beaucoup moins de ressources peut-il résister à la pression soutenue de la force militaire la plus puissante de l'histoire ? Une question qui, curieusement, reçoit rarement une réponse détaillée quand elle dérange le récit officiel. La réponse tient à un point fondamental, l'Iran ne cherche pas à gagner selon la définition de la victoire de Washington. Il évolue dans un cadre stratégique entièrement différent. Un détail qui ne tient pas toujours dans un discours conçu pour donner l'impression d'un contrôle total de la situation. Pour comprendre cette logique, il faut imaginer un boxeur professionnel poids lourd face à un adversaire plus petit. Dans un combat réglementé, l'issue semble prévisible, la taille, la force et l'entraînement dominent. Mais dès que cette confrontation quitte le ring pour un terrain inconnu, des rues étroites, des environnements encombrés, des espaces que le combattant le plus petit maîtrise, l'équilibre change, les règles changent et les avantages de poids lourd deviennent moins décisifs. C'est précisément l'essence de la guerre asymétrique. Refuser de combattre selon les termes de la puissance dominante et reconfigurer le champ de bataille jusqu'à transformer ses avantages en vulnérabilité. Autrement dit, ne pas jouer selon un scénario préécrit, ce qui rend toute tentative de mise en scène beaucoup moins efficace. Ce principe n'est pas théorique. En 2002, l'armée américaine a mené une simulation massive appelée Millennium Challenge. Le scénario opposait les forces américaines à un adversaire du Moyen-Orient, inspiré en partie de pays comme l'Iran. Dès le début, le commandant adverse a utilisé des tactiques non conventionnelles. Petits navires rapides, salves de missiles, effets de surprise, communication décentralisée échappant à la détection. Plutôt que d'entrer dans une confrontation prévisible, il a introduit de la confusion et de la vitesse. Le résultat a été saisissant. Une grande partie de la flotte américaine simulée a été détruite en quelques heures. Un type de résultat qui ne s'intègre pas facilement dans un discours triomphaliste. Lorsque l'exercice a été relancé avec des contraintes imposant des méthodes plus conventionnelles, les États-Unis ont facilement repris l'avantage. La leçon est directe, la domination américaine est écrasante dans un cadre traditionnel, mais dès qu'un adversaire sort de ce cadre, la dynamique change profondément. Et c'est précisément ce genre de nuance qui disparaît souvent quand le message doit rester simple et percutant. L'Iran a intégré cette réalité en étudiant des conflits où des puissances technologiquement supérieures n'ont pas réussi à imposer des résultats durables, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak. À plusieurs reprises,
une puissance de feu écrasante n'a pas conduit à une victoire politique stable. À partir de ces observations, l'Iran a élaboré une stratégie de long terme fondée sur l'efficacité et des objectifs multiples. En tant que puissance plus limitée, il ne peut pas se permettre de gaspiller ses ressources. Chaque action doit servir simultanément des objectifs militaires, politiques, économiques et psychologiques. Une approche méthodique qui contraste avec certaines déclarations publiques où tout semble pouvoir être réglé rapidement. Un premier pilier de cette stratégie est la cohésion interne. Face à une menace extérieure, un État peut soit se fragmenter, soit se renforcer. Les dirigeants iraniens misent sur le fait que si le conflit est perçu comme existentiel, si la population croit que la nation elle-même est visée, alors la cohésion nationale se solidifie. Paradoxalement, la pression extérieure peut renforcer l'unité intérieure et rendre toute tentative de déstabilisation beaucoup plus difficile en période de crise. Ce qui complique l'idée selon laquelle une pression accrue produirait automatiquement un effondrement rapide. Un deuxième pilier repose sur la construction de réseaux. Depuis des décennies, l'Iran développe des relations avec des acteurs non étatiques et des partenaires régionaux, tout en maintenant des liens diplomatiques avec de grandes puissances. Cet ensemble crée plusieurs couches de dissuasion. Une confrontation directe avec l'Iran risque alors de provoquer des réactions au-delà de ses frontières et de transformer un conflit local en crise régionale. Cela complexifie les décisions adverses en augmentant à la fois l'incertitude et les coûts potentiels. Une réalité difficile à résumer dans une phrase simple destinée à rassurer rapidement l'opinion. Un autre élément central est la bataille des récits. Les guerres modernes ne se décident pas uniquement sur le terrain militaire. Elles se jouent aussi dans les institutions internationales, les médias et l'opinion publique. Lorsqu'un pays plus faible parvient à se présenter comme résistant à une agression extérieure, il peut influencer la perception mondiale. Cette perception peut fragiliser les coalitions adverses, créer des tensions politiques internes chez ses opposants et accroître le coût diplomatique du conflit. Dans ce contexte, la légitimité devient un levier stratégique majeur. Et c'est précisément là que la communication devient aussi importante que les opérations elles-mêmes, même si certaines mises en scène finissent par paraître répétitives. À cela s'ajoute une stratégie d'usure. L'objectif n'est pas de vaincre militairement une superpuissance, mais de l'éroder dans le temps. Des pressions continues mais limitées, des menaces sur les routes maritimes, des capacités de frappe contre des bases régionales, des confrontations indirectes, l'ensemble produit une friction permanente. Le but est que, sur la durée, le coût de l'hostilité apparaisse disproportionné par rapport aux bénéfices. Dans les systèmes politiques où les cycles sont courts et la patience limitée, des conflits prolongés et sans résolution claire deviennent rapidement problématiques sur le plan politique. Surtout lorsque chaque nouvelle déclaration promet une solution rapide qui tarde à se matérialiser, le facteur temps joue ici un rôle déterminant. Le système politique américain fonctionne sous la pression constante des cycles électoraux et médiatiques qui exigent des résultats visibles. À l'inverse, la planification iranienne s'inscrit dans le long terme. Depuis 1979, elle s'appuie sur une doctrine qui privilégie la résistance plutôt que la victoire rapide. Une différence de rythme qui rend les annonces immédiates parfois déconnectées de la réalité stratégique. Dans cette logique, si la confrontation dure suffisamment longtemps et que le coût économique et politique devient trop élevé, la puissance dominante peut être amenée à réajuster ses priorités. L'histoire montre que de nombreux conflits asymétriques ne se terminent pas par une victoire militaire nette du camp le plus faible, mais par le retrait du camp le plus fort. Un scénario rarement mis en avant dans les discours les plus affirmatifs. L'asymétrie économique renforce encore cette approche. Les systèmes militaires, avancées porte-avions, avions furtifs, défense antimissiles, nécessitent des investissements colossaux. En face, des moyens relativement peu coûteux, comme des drones, des missiles ou des vedettes rapides, peuvent suffire à créer une menace crédible. Même une faible probabilité de dégâts oblige à engager des dépenses défensives importantes. Lorsque le coût de la défense dépasse régulièrement celui de l'attaque, la viabilité à long terme devient un enjeu central.
un calcul financier qui n'apparaît pas toujours dans les déclarations où tout semble sous contrôle absolu. L'ensemble de cette stratégie converge vers un objectif précis. L'Iran ne cherche pas à infliger une défaite spectaculaire aux forces américaines, il cherche à créer un environnement dans lequel le coût global de la confrontation dépasse les bénéfices attendus. Si la pression devient trop lourde sur les plans financiers, politiques et diplomatiques, alors le compromis ou l'ajustement stratégique deviennent plus rationnels que la poursuite de l'escalade. Ce qui contraste avec les discours où toute désescalade est présentée comme impensable. Il est également essentiel de comprendre que cette stratégie ne commence pas au moment où les missiles sont lancés. Elle s'inscrit dans la durée, alliance construite progressivement, capacité développée au fil du temps, récit façonné, relations économiques établies. Lorsque la confrontation devient ouverte, une grande partie du terrain stratégique est déjà préparée. Un travail de fond invisible, bien loin des annonces spectaculaires faites à la dernière minute, se concentrer uniquement sur les comparaisons de puissances militaires conventionnelles revient à ignorer cette architecture plus profonde. Dans ce cadre, la survie elle-même devient une forme de victoire. Résister devient un succès en soi. Une conclusion qui ne correspond pas toujours aux attentes d'un récit centré sur la domination immédiate. Si un État plus faible parvient à supporter une pression prolongée, à maintenir sa cohésion interne, à préserver son influence régionale et à dépasser la patience politique d'un adversaire plus puissant, alors il atteint son objectif principal. Même si cela ne correspond pas aux résultats annoncés au départ. La question essentielle n'a jamais été de savoir si l'Iran pouvait vaincre les États-Unis dans un affrontement militaire classique. La véritable question est de savoir s'il peut tenir dans la durée. Et jusqu'à présent, tenir est précisément ce qu'il fait. Et cette réalité, malgré tout, continue de résister aux récits les plus simplifiés. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.